Ils rirent lorsque le Vanguard entra dans la flotte galactique. Il n'était pas seulement lent, il était ancien. De lourdes plaques de métal assemblées comme si quelqu'un l'avait construit dans une casse, puis oublié de le jeter. Pas de courbes élégantes, pas de noyaux quantiques, pas d'ailerons de distorsion. Les commandants extraterrestres le surnommèrent la baleine de la casse. Certains pariaient même qu'il ne survivrait pas à une seule bataille. Sur son pont se tenait le capitaine Marcus Hale, un homme aguerri au regard orageux et à la voix rauque. Son palmarès était impeccable, mais il se tenait comme quelqu'un qui aurait été trop souvent brûlé par les décisions de son commandement. Son équipage, un mélange chaotique de parias militaires terriens, de techniciens bannis pour innovation non autorisée, de soldats marqués de sanctions disciplinaires et d'un pilote de combat portant encore un blouson de cuir du XXe siècle. Le Vanguard était la honte de l'Union galactique, un symbole lent et pesant de la puissance terrestre. Désespoir de rester dans la course. Tandis que les Valix pilotaient des vaisseaux organiques scintillants et les vaisseaux routiers Elirati en cristaux liquides, la Terre offrit cette relique, alimentée par un noyau nucléaire remis à neuf et rafistolé avec des pièces de cargo, de plateformes minières et peut être de quelques machines à laver. Lors de l'invasion Eurotech, l'Union reconnut à peine la contribution de la Terre. Les Eurotech n'étaient pas seulement hostiles, c'étaient des abominations, des machines peuplées de chair, guidées par une IA de ruche plus ancienne que la plupart des civilisations connues. Ils n'envahissaient pas, ils dévoraient. Des planètes tombaient en quelques heures, des civilisations disparaissaient en quelques semaines. Pourtant, l'Union assignait l'avant-garde à la patrouille arrière, loin de la vraie guerre, loin de la gloire et du danger. Surveillant des secteurs vides pendant que d'autres mouraient au front, Hale ne protesta pas. Il regarda simplement son second, le lieutenant Rami, aussi tranchante qu'un scalpel, la mèche aussi courte que son tempérament, et dit « Laissez-les rire. Nous savons ce que nous avons, car l'avant-garde avait des secrets. Elle était peu, être lente, mais pas molle. » Marcus Hale et son équipe l'avaient vidée de son contenu et reconstruite avec une brutalité ancestrale. Son blindage était constitué de titane triple couche avec des tampons en gel réactif. Ses canons principaux étaient des accélérateurs de masse capables de fendre des croiseurs de combat en deux. Pas d'IA, pas de système neuronaux intégré. Tout était analogique. Cadran, boutons, tubes à vide, une relique ambulante, immunisée contre la corruption numérique. Les Urtech ne l'avaient pas vu venir, car ils ne le pouvaient pas, et enfoui au plus profond de son ventre, protégé par des mètres de plomb et d'acier, se trouvait le dernier espoir de la Terre. Le projet Cassandra, pas une arme au sens traditionnel du terme, quelque chose de pire, quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui a existé, parce que les humains sont doués pour construire des choses qu'ils n'étaient pas censés contrôler. La plaisanterie s'est terminée dans le sang lorsque la première flotte de l'Union a été déchiquetée dans la ceinture d'Olin, 500 vaisseaux, détruits en 6 minutes. Les Airtex n'ont pas seulement détruit, ils ont infecté, ils ont piraté des systèmes, ils ont retourné des flottes contre eux-mêmes, mais le Vanguard était sombre à leurs yeux, un vaisseau fantôme, sans signature numérique, sans réseau neuronal, juste le silence et le grésillement. Nouveaux ordres, murmura Rami en jetant une feuille froissée sur la console de Hale. Ils font avancer tout le monde. Nous sommes officiellement en première ligne. Je pense qu'ils sont désespérés. Hale ne s'y a pas. Il fixa les étoiles vides et murmura. Ça leur a pris du temps. Puis, plus fort. Réchauffer les bobines. Lancer le projet Cassandra. Assurons-nous qu'ils nous remarquent cette fois. Sous le pont, un ingénieur tourna une vieille clé dans une boîte en acier. Les lumières s'éteignirent à travers le navire. La coque gémit. Au fond, quelque chose commença à bouger. L'avant-garde était peu, être lente, mais elle n'était pas censée courir. Elle était faite pour une chose, être le dernier cauchemar que quiconque verrait. Les étoiles scintillaient autour de l'avant-garde, mais à l'intérieur, tout était silencieux, à l'exception du bourdonnement sourd des vieux moteurs qui se réveillaient. Chaque vis et chaque boulon de la coque semblait se débarrasser de siècles de poussière. Quelque part près de la salle des machines, un klaxon d'alarme toussa avec lassitude, puis s'activa enfin, poussant un gémissement comme s'il n'avait pas crié depuis des décennies. Marcus Hale se tenait sur le pont, les yeux rivés sur le grand écran circulaire affichant la flotte de l'Union. Ils étaient regroupés juste devant, près d'une lune morte, en train de se réorganiser après une nouvelle embuscade Urtech. La moitié d'entre eux boitaient.
Les autres ressemblaient plus à des survivants dispersés qu'à une force opérationnelle prête au combat. « Ils ont peur », murmura Rami à côté de lui, les bras croisés, la mâchoire serrée. Chaque vaisseau de ce groupe exécute des sauvegardes sur des sauvegardes. Ils se réinitialisent pratiquement en rond. Ils devraient avoir peur, répondit Hale, mais la peur sans direction n'est que chaos. Derrière eux, le commandant Knox, un ancien marine doté d'une colonne vertébrale cybernétique et de 2 doigts manquants, monta sur la passerelle. Cassandra s'échauffe. L'anneau de confinement est stable pour l'instant, mais quand on le mettra en marche pour de bon, on sera sur un chronomètre. Tu le sais, non? Hale hocha la tête. J'y compte. Il n'expliqua pas davantage. Il le faisait rarement. Il avait l'habitude de garder le plan complet en tête jusqu'à la dernière seconde. Rami détestait ça chez lui, mais elle avait suffisamment servi pour savoir que lorsque Marcus Hale disait « Attends, on attend », car quoi qu'il fasse, ce serait fou et probablement efficace, l'avant-garde se fraya un chemin vers le bord de la formation de la flotte. Le reste des vaisseaux se déplaça. Ils se tenaient à l'écart, tel un troupeau évitant un animal malade. Certains coupèrent même leurs communications externes. Personne ne voulait être associé à cette situation embarrassante lorsque la vague suivante d'Irtek frappa. Sur l'écran principal, des éclairs de lumière commencèrent à s'allumer. Faibles au début, comme des lucioles dansant dans une tempête, mais Hale savait ce qu'ils étaient, des éclaireurs Urtek, une saleté mécanique, des araignées aux pattes recouvertes de plasma, des machines qui chuchotaient en grésillement radio et ne laissaient derrière elles que des cadavres à la dérive et du bruit de signal. Les voilà, dit Knox d'un ton sombre, en regardant plusieurs points se détacher du bord de l'espace. Ils ne bougeaient pas en formation. Ertek ne l'a jamais fait. Ils grouillaient comme des insectes, trop rapides et trop chaotiques pour être suivis par la plupart des systèmes de ciblage. Cessez le feu, dit Hale. Pas encore. Un jeune officier, l'enseigne Killer, à peine 22 ans, fraîchement débarqué de la Terre, leva les yeux de son terminal. Monsieur, ils approchent à grands pas. Ne devrions-nous pas... Non, coupa Hale. Laissons-les se rapprocher. Le silence revint sur la passerelle. Killer déglutit difficilement et retourna à sa console. Ses doigts tremblaient, mais il ne protesta pas. Les éclaireurs Urtek commencèrent à parcourir la flotte extérieure, s'attaquant à de plus petits navires de l'Union comme des piranhas. Une corvette s'éteignit dans un éclair rouge, tandis que son IA se retournait contre elle, percutant de plein fouet une frégate à carburant. L'explosion fut massive. La flotte commença à se disperser, tentant de se repositionner. Hale ne bougea pas. « Il nous ignore, murmura Rami. « Parce qu'il ne nous voit pas, répondit Hale d'une voix calme. Ils essaient d'infecter les systèmes, de corrompre le code, de déformer le métal intelligent. L'avant-garde les ignore. C'est comme si nous n'étions même pas là. » Puis il se tourna vers l'officier des communications. « Ouvrez un canal. Toute fréquence. »« Oui, monsieur. » L'officier hésita un instant avant d'intercepter le réseau de communication à large spectre, une ancienne unité analogique boulonnée au sol, bourdonnant comme un animal blessé. Pas de cryptage, juste une diffusion brute, à l'ancienne. Et Marcus Hale se pencha vers le micro. À la flotte de l'Union, vous avez mené cette guerre de la mauvaise manière. Nous avons donné à l'ennemi tout ce dont il avait besoin. Réseau, IA, vulnérabilité numérique. Ce n'est pas la force qu'ils utilisent contre nous. Ce sont nos propres systèmes. Il marqua une pause. Ici le capitaine Marcus Hale du vaisseau de guerre Vanguard. Nous n'utilisons pas de logiciel. Nous utilisons l'acier, le courage et le feu. Repliez-vous. Laissez-nous gérer ça. Un long silence répondit. Puis un vaisseau Urtek, plus grand que les autres, hybride tordu d'acier et de tissu humide, se détacha des étoiles et fonça droit sur l'avant-garde. C'était hideux, une chose bouillonnante et hurlante, avec une masse brillante semblable à un cerveau pulsant au centre de sa coque. Un plasma noir s'échappait de lui en volant, et ses armes brillaient de cette même énergie verte maladive que l'Union avait appris à craindre. Mais il ne tira pas, se contenta de scanner. Puis il clignota comme un bug. Dérouté. Il n'y avait aucun système à pirater, aucun pare-feu à corrompre, aucune carte neuronale à envahir, juste du métal brut. C'est alors que Hale murmura. Maintenant, le technicien en ingénierie actionna le dernier levier. Cassandra entra en ligne. L'avant-garde se mit à vibrer, non pas à trembler ni à claquer, mais à vibrer comme si elle fredonnait une chanson que personne d'autre n'entendait. Les lumières s'éteignirent. L'air s'épaissit.
Le bruit des moteurs se transforma en un grondement profond et assourdissant. Le projet Cassandra n'était pas une arme. C'était un imploseur gravitationnel, une arme illégale et non autorisée, issue d'une expérience terrestre interdite sur l'énergie noire. Le Vanguard avait été reconstruit autour de lui, telle une église érigée autour d'un dieu enterré. L'énergie commença à s'accumuler à l'avant du vaisseau. Ni lumière, ni plasma, juste de la force. Une ondulation dans l'espace lui-même. Et puis Hale donna l'ordre. Feu. Le vaisseau n'émit aucun bruit, pas au début. Le dispositif Cassandra libéra son impulsion et la réalité se déforma. L'espace entre l'Vanguard et le vaisseau Yurtek qui approchait se plia, puis se brisa, et le vaisseau Yurtek disparut. Ni explosé, ni vaporisé, juste effacé. Un trou subsista, tournoyant, s'effondrant sur lui-même comme un cri d'agonie. Les éclaireurs Yurtex restants se retirèrent, désemparés, leur essaim chaotique perturbé par la disparition de l'un des leurs. Les vaisseaux de l'Union cessèrent de tirer. Tout s'arrêta. L'avant-garde se tenait seule dans l'espace, entourée du silence et du faible écho gravitationnel de sa destruction. « Bon sang », murmura Rami. « On vient de détruire un croiseur. »« Pas supprimé ?» dit Nox à voix basse. « Nous l'avons déconnecté. Cassandra ne tuait ni par le feu ni par les lasers. Elle déconstruisait l'ancrage spatial. Tout ce qu'elle touchait cessait d'exister selon la physique normale. Il ne subsistait même plus de débris. Hale se renversa dans son fauteuil. Ses yeux ne clignaient pas. Nous avions construit Cassandra pour être le dernier mot dans toute guerre, et nous avions peur de l'utiliser. Jusqu'à maintenant, les communications s'allumèrent. Les commandants de l'Union exigeaient des réponses, voulaient des spécifications, lançaient des questions. Hal les ignora. Il se tourna vers les étoiles. D'autres Zyrtec arrivaient, des centaines, des milliers. Il les voyait déjà grouiller au loin, se réorganiser, repenser leur stratégie. Et maintenant, il voyait l'avant-garde, non pas comme un fantôme, non pas comme une plaisanterie, mais comme une menace. « Préparez Cassandra pour la recharge, » dit Hale. 20 minutes de refroidissement, prévint Knox. Après, on pourra tirer à nouveau peu, être 2 fois avant que le cœur ne brûle. Hale hocha lentement la tête. On n'en aura pas besoin de plus. Puis, il fit une drôle de réaction, il sourit. Ils voulaient la guerre, dit-il. Maintenant, ils en ont une. Le silence qui suivit le premier tir de Cassandra fut presque douloureux. Dans le vide, la flotte de l'Union dérivait comme un animal abasourdi, incertaine d'avoir assisté à un miracle ou à une violation des lois naturelles. Sur chaque vaisseau, les commandants fixaient avec incrédulité les données de leurs capteurs. Même les Yurtek s'immobilisèrent, si tant est qu'on puisse dire que de telles choses s'immobilisent. Le chaos habituel de leurs mouvements ralentit, leur essaim s'enroulant comme un nid de serpents métalliques, encerclant une menace dont ils comprirent soudain qu'elle pourrait riposter. Marcus Hale se tenait sur la passerelle, immobile et silencieux. « État d'avancement » demanda-t-il. Le lieutenant Rami scrutait déjà les panneaux. Intégrité de la coque stable. Aucune brèche. Systèmes énergétiques en bon état, mais le cœur du Cassandra est chaud. Le refroidissement est en marche, mais il puise jusqu'au dernier gramme dans les réserves de secours. Knox s'avança. Nous pourrons tirer à nouveau, mais pas à pleine puissance. Si nous avançons trop vite, nous risquons de percer la chambre centrale. Et si cela arrive, nous ne le regretterons pas, conclut Hale d'un ton neutre. L'équipage était tendu mais concentré. Il n'y eut ni célébration, ni acclamation. Ils comprenaient tout ce que Cassandra représentait. Pas une victoire, un avertissement, une ligne franchie qui n'aurait jamais dû être tracée. L'écran tactique clignotait. Des dizaines, voire des centaines, de vaisseaux Yurtek accéléraient vers eux, se détachant des autres groupes de combat comme si le reste de la guerre n'avait plus d'importance. L'avant-garde attirait désormais toute leur attention. Killer leva les yeux de sa console, le visage pâle. « Monsieur, ils convergent. Un groupe complet. Environ 230 vaisseaux. Et ils forment un mur. Un dispositif de confinement, » murmura Rami. « Ils veulent nous encercler, isoler la menace. » « Ils pensent que nous sommes le virus maintenant, » dit Knox, presque souriant. Hal serra les mâchoires. « Bien, ça veut dire qu'ils ont peur. » Il s'approcha de l'écran. L'avant-garde n'était qu'un point isolé au milieu d'une spirale mortelle en formation. La plupart des capitaines auraient ordonné la retraite, appelé des renforts, attendu une réponse coordonnée de l'Union. Mais Marcus Hale n'avait jamais été la plupart des capitaines. « Amenez-nous au cœur de leur formation » ordonna-t-il.
Direction directe, embrasement total. Rami se tourna vers lui, clignant des yeux. « Tu veux foncer droit dans un essaim mortel de 200 vaisseaux ?»« Oui. Sans Cassandra prête ?»« Oui. » Il y eut un instant de silence. Puis elle retourna à sa console sans ajouter un mot. Elle n'était pas d'accord, mais elle lui faisait suffisamment confiance pour obéir. « Killer, » dit Hale, « reconnecte-moi à la flotte. » L'enseigne hésita une seconde. « Vous êtes en direct, monsieur. Ici le capitaine Marcus Hale du Vanguard. Nous engageons les saints ennemis de front. N'essayez pas de nous arrêter. N'essayez pas de nous aider. Restez en arrière et protégez vos flancs. Vous n'êtes pas fait pour ça. » Il coupa le canal avant que les inévitables cris ne parviennent. Le navire commença à tanguer, ses moteurs rugissant comme des monstres venus d'un enfer ancien. L'avant-garde n'était pas rapide, mais elle était invincible, telle une avalanche ou une marche funèbre, indifférente à ce qui se trouvait sur son passage. Devant eux, les Yurteks s'avançaient avec une coordination surhumaine. Des vaisseaux de toutes formes et de toutes tailles, des destroyers crabes, des frégates araignées, des transporteurs serpentins, se repliaient les uns sur les autres, accumulant puissance de feu et réseau d'interception. Ils ne prenaient aucun risque. Hale se tenait au milieu du pont, silencieux tandis que la formation ennemie s'emparait de leur vue. Son regard était lointain, fixé non sur la menace immédiate, mais sur le souvenir. Un souvenir de la Terre, des laboratoires qui avaient créé Cassandra, des avertissements estampillés en rouge, instables, imprévisibles, inacceptables, de son frère hurlant à travers une fenêtre scellée tandis que le premier prototype implosait, une chambre d'essai et la moitié d'une montagne. Cassandra était une arme de deuil, une arme de honte. Et maintenant, elle était le meilleur espoir de l'humanité. « À 2 minutes du point de rupture !» cria Rami. Sa voix était ferme, mais chacun sentait la tension. L'équipage se prépara à l'impact. Puis la première vague frappa. Les chasseurs Urtek affluèrent de tous côtés. Contrairement aux vaisseaux de l'Union, le Vanguard ne pouvait compter sur des grilles de défense automatisées, ni sur des drones intelligents. Tout était manuel. Chaque tourelle tirait sous contrôle humain. Chaque victoire était méritée. Les artilleurs s'animaient, les tourelles rugissaient, les bobines hurlaient. L'air à l'intérieur du vaisseau devenait plus chaud à chaque seconde, chaque décharge de projectiles cinétiques s'écrasant dans le vide tel un tonnerre furieux. Les vieux canons de la Terre, polis et réglés à la perfection, frappaient avec une précision que même les systèmes de ciblage IA enviaient. Les chasseurs explosaient les uns après les autres dans des nuages de métal et de sang, mais ils étaient trop nombreux. L'avant-garde encaissait des coups. Le vaisseau gémissait sous le poids de l'assaut. Des étincelles jaillirent sur le pont lorsqu'un conduit explosa au-dessus de nos têtes. Les lumières d'urgence clignotèrent. « En approche sur Portul !» cria Knox. « Préparez-vous à l'impact. » Un drone kamikaze Yurtek s'écrasa sur le flanc du navire. L'explosion secoua les ponts. L'espace d'un instant, Hale aperçut des étoiles à travers une fissure dans le plafond. « Colmatez cette brèche !» aboya-t-il. « Reroutez l'alimentation des communications secondaires vers le blindage structurel. » « Terminé !» cria Rami, les doigts dansant sur ses commandes. Malgré les coups, l'avant-garde avança. Puis, enfin, le système Cassandra passa au vert. « Noyau stabilisé », dit Knox. « Nous sommes prêts. » Hale ne donna aucun ordre verbal. Il leva simplement une main, un geste, et la gâchette fut pressée. Cette fois, l'effet fut différent. Au lieu de cibler un seul vaisseau, le champ de Cassandra s'étendit. Une impulsion à faible puissance et à large portée. Une ondulation qui déforma la gravité dans un cône devant eux. Pas assez puissante pour les effacer, mais assez puissante pour les briser. Des dizaines de vaisseaux Yurtek se déformèrent soudain dans l'espace, leur trajectoire se pliant violemment sous l'effet de la distorsion spatiale. Plusieurs d'entre eux entrèrent en collision, incapables de manœuvrer. Certains disparurent dans des gerbes de flammes vert-noir, un croiseur plus grand se fendit en deux, son noyau central se défaisant comme des fils dans l'eau. L'essaim se brisa. Le chaos s'empara des rangs Yurtek. Leur parfaite coordination vola en éclats. Des vaisseaux entrèrent en collision. D'autres battirent en retraite. Le mur s'effondra. « Ouvrez-nous une voie », gronda Hale, et l'équipage obéit. L'avant-garde trancha l'ennemi désorganisé comme une hache rouillée dans la chair. Les tirs ne cessèrent jamais. Pas une seconde. Le pont tout entier ressemblait à un champ de bataille. Pas de bouclier, juste de la force brute. L'avant-garde n'était pas belle lorsqu'elle tuait. Elle paraissait terrifiante. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais qui n'était que quelques minutes,
les derniers éléments de l'essaim immédiat se retirèrent. Sur l'écran tactique, des dizaines de vaisseaux de l'Union commencèrent à avancer, enhardis par la destruction que Hale avait semée dans la ligne ennemie. Des chasseurs décollèrent. Des croiseurs se rallièrent. L'humanité, dont la colonne vertébrale était brisée, s'était redressée. Ils venaient de voir un vaisseau fantôme se transformer en monstre. La passerelle était en désordre. De la fumée montait en volute. Du sang maculait l'un des panneaux latéraux, là où un officier subalterne avait été éjecté de son siège. Les médecins l'ont tiré hors de l'eau. Hal s'appuya sur la rambarde devant le hublot, contemplant les débris des vaisseaux Irtek à la dérive. Sur le bastingage devant le viseur, il contemplait les épaves de vaisseaux Irtek à la dérive. « On n'a pas fini », dit-il doucement. Knox toussa en retirant un gant ensanglanté. « On vient de détruire 200 vaisseaux. Tu es sûr ?» Ils nous testaient, dit Hale. Ce n'était pas leur vraie vague. C'était une sonde. Ils collectent des données, ils ajustent. Il se tourna vers Rami. « Préparez-vous pour la prochaine. » Elle hocha la tête. « Et Cassandra ?» Il baissa les yeux sur l'affichage. Refroidissement, intégrité du cœur hors ligne, 62% de charge restante. Un dernier tir, dit-il. C'est tout ce qu'on a. Knox haussa un sourcil. Et après, la voix de Hale se transforma en murmure. Ensuite, on les fera saigner à l'ancienne. L'air sur la passerelle était lourd, comme s'il avait absorbé trop de tension pour circuler correctement. La fumée des consoles endommagées s'accrochait au mur, s'infiltrant par les conduits d'aération, laissant derrière elle une odeur chimique. Personne ne parla pendant un long moment. Il n'en avait pas besoin. Chaque membre d'équipage savait désormais ce qu'il avait sous les yeux. L'écran tactique clignota de nouveau. Nouveau contact. Des centaines d'autres. Et cette fois, ils étaient organisés. Confirmé, dit Rami d'une voix calme, malgré le scintillement de l'écran. On dirait une autre vague. Plus grosse, plus rapide, plus dense. Combien ? Demanda Hale. Elle hésita. À mon avis, près d'1 millier. Knox émit un léger sifflement. Et il nous reste un round. Non, dit Hale. On a un round, un équipage obstiné et un vaisseau trop stupide pour mourir. Killer, encore brûlé à la main gauche par la dernière surcharge, leva les yeux. Monsieur, communication Union entrante, amiral Vought du Crescent Dawn. Priorité prioritaire. Coupez le son. Mais, j'ai dit, coupez le son. Killer tapota la console à contre-cœur. Hal savait exactement ce que l'amiral voulait dire. Repliez-vous, regroupez-vous, attendez. Laissez les navires les plus intelligents s'en charger. Les chefs de l'Union n'avaient jamais aimé le Vanguard. Ils ne le toléraient que parce qu'il gagnait. Cela ne signifiait pas qu'ils lui faisaient confiance. Les chefs de l'Union n'avaient jamais aimé le Vanguard. Ils ne le toléraient que parce qu'il gagnait. Cela ne signifiait pas qu'ils lui faisaient confiance. Ni à lui. Rami se détourna de son poste. La deuxième vague nous attaquerait dans 3 minutes, mais celle-ci ne se comporte pas comme la précédente. Ils ne grouillent pas. Ils forment des anneaux. Knox fronça les sourcils. Comme des anneaux de confinement? Des sphères défensives numériques? Dit-elle en plissant les yeux vers l'écran. Ils protègent quelque chose? Hale s'approcha de l'écran, les bras croisés. Son regard suivait la disposition des vaisseaux, des couches serrées, en rotation, protégeant un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, un seul vaisseau. Énorme. Plus grand que tous les vaisseaux Urtek qu'ils avaient rencontrés. Est-ce, se pencha Killer, est-ce un vaisseau amiral? Non, marmonna Hale. C'est leur reine. Il le fallait. Les Urtex n'avaient pas de commandement comme les humains. Ils avaient des nœuds de commandement. Biomactech n'avaient pas de commandement comme les humains. Ils avaient des nœuds de commandement, des biomachines avec un contrôle tactique sur les SAM. L'objet au centre n'était pas seulement un vaisseau. C'était un cerveau flottant de la taille d'une capitale de l'Union, enveloppé de métal, grouillant de données si denses qu'elles brillaient comme des éclairs à travers sa peau. « C'est notre cible », dit Hale. Knox le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Tu veux tirer sur Cassandra? Il est entouré d'1 millier de vaisseaux. Et c'est exactement pour ça qu'il faut le faire. » Rami hoqua lentement la tête. « Si on le détruit, les autres pourraient se fracturer, perdre la coordination, sombrer dans la confusion. Ils ne s'effondreront pas, dit Hale, mais ils deviendront stupides, négligents. Ils recommenceront à se battre comme des animaux, et nous pourrons vaincre des animaux. » Knox se dirigea vers le panneau mural et composa le code de dérogation pour Cassandra. L'écran s'illumina d'avertissements. Charge finale détectée. Stabilité du cœur, état système à 58%,
imprévisible. Il est recommandé d'interrompre la séquence de lancement. Il regarda par-dessus son épaule. Si on tire ça, on risque de briser le vaisseau en deux. On n'est pas là pour survivre, dit Hale. On est là pour achever ce que la Terre a commencé. Il se connecta de nouveau aux communications, cette fois directement à son équipage. Pas à la flotte de l'Union. Ici le capitaine Hale. Il nous reste une chance avec Cassandra. Une seule chance de détruire le nœud de commandement Yurtek. On le touche, on brise leur emprise sur ce secteur. On rate et on meurt. On le touche, on brise leur emprise sur ce secteur. On rate et on meurt. Il a bien compris. On n'a pas construit ce vaisseau pour être rapide. On ne l'a pas construit pour être beau. On l'a construit pour être furieux. Et si on doit couler, on coulera en force. Une à une, les voix commencèrent à répondre sur les communications internes du navire. Ingénierie prête, artillerie prête, médical sécurisé, verrouillage d'urgence en place, le pont 7 est réparé et scellé, monsieur. Nous sommes avec vous. Hal hocha la tête. Très bien, visons l'arène. L'avant-garde se remit en mouvement, lentement et avec défi. Chaque plaque de sa coque était calcinée. Une douzaine de sections étaient scellées par des cloisons de secours. 2 tourelles avaient été réduites à l'état de scories fondues, mais le mouvement continuait. Les Yurtex le remarquèrent. Les anneaux défensifs commencèrent à se déplacer, s'ajustant à mesure qu'ils réalisaient que l'avant-garde progressait. Certains des vaisseaux extérieurs se détachèrent, tentant d'intercepter. Ciblage verrouillé, dit Rami. Le nœud Queen sera dans la trajectoire de tir de Cassandra dans 80 secondes. Distance, 15 clics, et il se rapproche. Trop loin, dit Hale. Il faut se rapprocher. Entrez dans leur carapace. Nox le regarda. Tu veux faire passer le vaisseau à travers 1000 vaisseaux ennemis? Hal sourit sans humour. Ouais, et s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent essayer de nous arrêter. Les 60 secondes qui ont suivi ont été un enfer. Les vaisseaux Yurtek sont plongés sur eux de tous les côtés. Les artilleurs de l'avant-garde étaient implacables, fauchant tout à leur portée, mais les ennemis continuaient d'avancer. Des explosions ont secoué le navire. Les rapports de dégâts affluaient, brèche de coque sur le pont 4, incendie dans la sous-baie du réacteur 3. Les communications à bâbord étaient complètement coupées. Ils avançaient pourtant, se rapprochant. Puis, l'ordre arriva, « Feu Cassandra !» Tout à bord du vaisseau s'éteignit. Les lumières vacillèrent une fois, puis s'éteignirent complètement. Même l'alimentation de secours fut coupée. Pendant 2 secondes, l'avant-garde devint un tombeau dérivant en silence. Puis l'impulsion se relâcha. Aucun son, juste le hurlement de la gravité. Aucun bruit, juste les hurlements de la gravité. L'espace entre l'avant-garde et le nœud principal se replia sur lui-même. Pas un rayon, pas une explosion, un effondrement de tension dimensionnelle qui jaillit dans une onde de choc trop surnaturelle pour être comprise par les physiciens. Elle déchira les défenses Yurtek comme du papier. Des dizaines de vaisseaux furent pris dans le contre-coup spatial, se tordant, se déformant, leurs coques s'étirant et claquant comme des élastiques. Le blindage du nœud royal s'embrasa, pulsa une fois, puis se déforma. Son noyau commença à se fissurer, tel un œuf sous pression. Sa peau biomécanique se détacha, des fluides se déversèrent dans l'espace comme des jets artériels. Des décharges électriques traversèrent sa structure extérieure. Puis il implosa. Tout devint blanc. Lorsque les lumières du pont se rallumèrent, la plupart des membres de l'équipage étaient à terre, projetés hors de leur poste. Des étincelles tombèrent du plafond comme de la neige. Mais l'écran n'affichait qu'une seule chose. Le nœud reine avait disparu. Et les Yurtek? Ils se dispersaient. Tous les vaisseaux de l'essaim rompirent leur formation. Certains s'enfuirent, d'autres dérivèrent. La coordination avait disparu. Le pari de Hale avait fonctionné. La flotte de l'Union s'élança, profitant de l'avantage. 1 millier de voix à travers l'espace s'élevèrent pour célébrer. Mais l'avant-garde en avait payé le prix. Statue? Demanda Hale en toussant. Nox aida Rami à se relever. Elle avait une coupure au-dessus du sourcil, mais lui fit signe de s'éloigner. Cassandra est fichue, dit-elle, fondue jusqu'au cœur. Le réacteur principal est instable. Si on ne l'arrête pas manuellement, on perd le vaisseau. Termina Knox d'un ton sombre. Hale n'hésita pas. Évacuer. Quoi? Rami cligna des yeux. On peut encore le maintenir. Vous avez 5 minutes, rétorqua Hale. Emmenez l'équipage dans les capsules de sauvetage. C'est un ordre. Et vous? Demanda Killer. Hale regarda l'épave du nœud royal. J'ai des affaires en suspens en ingénierie. Rami s'avança,
la voix basse. « Tu n'as pas besoin de mourir pour ça. » Hale la regarda dans les yeux. « Nous sommes tous morts quand la Terre a construit Cassandra. Je ne fais que nettoyer le désordre. » Les alarmes hurlèrent comme des animaux agonisants, tandis que la grêle s'abattait sur les couloirs en feu de l'avant-garde. Chaque pas résonnait du grincement du métal, du sifflement des bouches d'aération et du claquement des arcs électriques tels de minuscules fouets dans les couloirs enfumés. Le vaisseau se désintégrait, non pas sous le feu ennemi, mais de l'intérieur. La dernière explosion de Cassandra avait été de trop. Les relais de puissance étaient surchargés, les anneaux de confinement de secours avaient explosé, le réacteur principal, déjà surmené, s'approchait de la limite critique. Et au plus profond du vaisseau, le noyau du Cassandra, déformé, fissuré, irradiant de radiation, résonnait comme une bombe. Hale croisa 2 membres d'équipage qui traînaient un technicien blessé vers les capsules de sauvetage. Ils s'arrêtèrent en le voyant. « Capitaine, êtes-vous ? Allez-y, » ordonna-t-il en leur faisant signe de partir. « Rejoignez les capsules. »« Mais, monsieur, j'ai dit d'y aller. » Ils ne se disputèrent plus. Ils avancèrent. Vite. Il n'y avait pas de temps à perdre. Hale continua sa route vers l'ingénierie, toussant dans le creux de son bras tandis que la fumée s'épaississait. Ses poumons brûlaient. La sueur lui coulait dans le dos malgré le froid du système climatique défaillant du vaisseau. Les systèmes vacillaient, crépitaient, tombaient en panne. Mais il continuait à marcher. Il n'avait plus peur de la mort. Plus maintenant. Il avait accepté cela depuis longtemps lorsque le projet Cassandra avait reçu le feu vert. Avant que son frère ne meure en testant son prototype, avant que la Terre n'enterre l'arme et ne promette de ne plus jamais prononcer son nom. Avant que la Terre n'enterre l'arme et ne promette de ne plus jamais prononcer son nom. Il avait rompu cette promesse. Pour la victoire, pour la survie, pour l'humanité. La salle du réacteur principal était un four à son arrivée. La cloison s'était partiellement effondrée, le forçant à ramper sous des poutres tordues. À l'intérieur, des lumières rouges clignotaient. Des sirènes d'alerte aux radiations hurlaient à ses oreilles. L'énorme noyau cylindrique au centre de la pièce pulsait de manière erratique, ses boucliers thermiques gémissant sous la pression. Et devant lui, tapant désespérément sur une console de contrôle calcinée, se tenait Knox. Hale se figea. « Tu es censé partir, » aboya-t-il. Knox ne leva pas les yeux. « Et te laisser jouer le héros tout seul ? Pas du tout. Tu as désobéi à un ordre direct. » « Ouais. » Knox a arraché un panneau fondu du mur et a enfoncé un outil de dérivation électrique dans les entrailles du système. « Poursuis-moi plus tard !» s'exclama Hale, furieux. « Tu vas mourir ici. » Knox sourit entre ses dents serrées. « Toi aussi. Comme ça, on pourra au moins en discuter jusqu'au bout. » Malgré tout, Hale esquissa un léger sourire. « Quel est le plan ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté de lui. « Le cœur est en cascade, » expliqua rapidement Knox. « Impossible de l'arrêter, mais je peux l'éjecter. » « L'éjecter » Hale cligna des yeux. « Dans l'espace ?»« Exactement. On largue tout. Cassandra a fondu dans le réacteur principal. Mais si j'arrive à neutraliser les pinces magnétiques et à découpler les lignes d'alimentation, on pourra larguer toute la chambre du cœur par la baie de lancement latérale. » Hale hocha lentement la tête. « L'explosion ne nous tuera pas ?» Knox le regarda. « Enfin, si. » Hale grogna. Alors, comme d'habitude. Les 2 hommes travaillaient côte à côte, ouvrant les boîtiers de commande manuels et neutralisant les sécurités numériques déjà grillées. Les mains de Hale tremblaient, soit à cause de l'exposition aux radiations, soit à cause de la tension des dernières heures. Il n'en était pas sûr. À intervalles réguliers, le vaisseau vacillait à nouveau, ses systèmes protestant contre leur propre destruction. « Tu as déjà regretté ?» demanda soudain Knox. Hale ne leva pas les yeux. « Quoi ? Venir ici, commander le vaisseau, faire confiance à Cassandra. » Hale marqua une pause, les yeux rivés sur la console. Une faible lumière rouge clignota, l'avertissant qu'il leur restait moins de 7 minutes avant la surcharge thermique. « Je le regrette tous les jours, » dit-il finalement, « mais je le referai. » Knox hocha la tête. « Moi aussi. » Soudain, le cœur émit un grognement sourd et rauque. Les enveloppes internes commencèrent à tourner de manière déséquilibrée. La chaleur monta. « On n'a plus de temps !» s'exclama Knox. Puis il coupa les pinces. Hale tira sur un levier avec une force telle qu'il se déboîta quelque chose à l'épaule. Il s'en fichait. Les alarmes redoublèrent de volume. Un énorme fracas retentit lorsque les joints magnétiques du noyau se désactivèrent un à un.
Knox frappa du poing un interrupteur d'éjection manuel, le forçant à bouger. Le métal hurla. Le pont trembla violemment. Puis, dans un bruit semblable à une profonde expiration, le noyau se détacha. Il y eut un moment de silence, puis une violente secousse lorsque la baie de lancement derrière le noyau lança la chambre dans l'espace, enterrement définitif de l'arme qu'il n'aurait jamais dû utiliser. Le noyau flotta une seconde, pour l'arme qu'il n'aurait jamais dû utiliser. Le noyau flotta une seconde, brillant comme une étoile mourante. Puis il explosa. Depuis le pont et à travers la flotte, il décrirait plus tard ce moment comme un second lever de soleil, une boule de feu blanc-bleu silencieuse et aveuglante, illuminant les décombres du champ de bataille. Tous les vaisseaux orientèrent leurs capteurs vers l'explosion, certains que l'avant-garde avait disparu avec elle. Mais lorsque la lumière s'éteignit, l'avant-garde était toujours là, estropié, marqué, à moitié mort, mais vivant, à peine. À l'intérieur de la salle des machines, l'onde de choc projeta de la grêle et des coups contre un mur. Un tuyau éclata au-dessus d'eux, déversant du liquide de refroidissement sur le pont. Des flammes dansèrent sur le sol. La chaleur était insupportable. Ça, c'était un adieu, marmonna Knox en crachant du sang dans sa main. Hal leva les yeux, ne voyant que des lumières vacillantes et de la fumée. Quel état, croissa-t-il. Knox jeta un coup d'œil au seul écran fonctionnel. On est stable, pas de réaction en chaîne. Le noyau a disparu. Le vaisseau est paralysé. Mais il respire encore. Hale s'affaissa contre le mur, un rire bouillonnant malgré la douleur dans ses côtes. On a réussi, chuchota-t-il. Un léger bourdonnement sortit de son oreillette. Encore fonctionnel. Hein, répète Vanguard. Ici l'amiral Voth du Crescent Dawn. Entrez. Quelqu'un est-il vivant à bord? Hale appuya sur l'interphone. Ici le capitaine Hale, dit-il d'une voix rauque. Toujours là, à peine. Bon Dieu, fit la voix de Voth, mi-émerveillé, mi-incrédule. On a vu l'explosion, on pensait que tu étais parti. On part récupérer les survivants. Bien reçu, dit Hal, mais amène du matériel médical, beaucoup de matériel médical. Il y eut un long silence au téléphone. Tu as détruit leur nœud royal, dit finalement Voth. L'essaim est en pleine retraite. Le vent a tourné à cause de toi. Hale regarda autour de lui le pont des machines en ruine. Le nombre de morts, le sang, les cicatrices sur les murs. Non, dit-il doucement. C'est à cause d'eux, de l'équipage, que le navire a tourné. Je n'ai fait qu'indiquer la bonne direction au vaisseau. Les communications ont été coupées. Le signal était faible, mais suffisant pour confirmer que les navires de secours étaient en route. Knox s'affala à côté de lui. Et maintenant, Hale ferma les yeux, écoutant le silence. Le vaisseau était silencieux, blessé, au repos. Maintenant, laissons le mérite à l'Union, marmonna-t-il. Ils reconstruiront, distribueront des médailles, réécriront l'histoire. Et nous disparaissons, nous retombons dans le mythe. Knox hocha lentement la tête. Comme on aime. Au-dessus d'eux, l'alimentation de secours se rétablit. À peine. Suffisamment pour alimenter les systèmes de survie. Le Vanguard, le vaisseau dont ils se moquaient tous, la lente relique, la machine maudite, était devenu un symbole, non pas de perfection, mais de persévérance, de survie brutale et furieuse. Marcus Hale s'adossa au mur et attendit l'arrivée des secours. Il ignorait ce qui allait se passer ensuite, s'ils allaient reconstruire le vaisseau ou l'enterrer. Mais il savait une chose, la galaxie ne se moquerait plus jamais de la Terre, pas après ça, pas après elle. 3 jours plus tard, Marcus Hale se réveilla dans une infirmerie stérile à bord du Crescent Dawn. Lumière blanche, drap froid, le faible sifflement des systèmes d'oxygène et le grésillement occasionnel d'un appareil de surveillance emplissaient la pièce. Tout était trop propre, trop immaculé. Rien à voir avec le chaos et la crasse familier de l'avant-garde. Son bras gauche était bandé dans un manchon de régénération. Ses côtes étaient bandées. Il y avait du sang séché dans sa barbe. Tout son corps lui faisait mal comme s'il avait été mâché et recraché par une étoile. Mais il était vivant. À peine. La porte s'ouvrit avec un léger tintement. Une silhouette entra, grande, élégante dans son uniforme, et tenant un bloc-notes comme une épée. L'amiral Voth. Elle s'arrêta au pied de son lit, les bras croisés. « Tu as une sale tête », dit-elle d'une voix plus respectueuse que moqueuse. Hale toussa. « Tu devrais voir l'autre type. » Voth ne sourit pas, mais quelque chose sur son visage se contracta, comme si elle en avait envie. « Nous avons récupéré 97 survivants de l'avant-garde,
54 blessés, certains dans un état critique. Votre second, Rami, est en salle de réveil. Elle a empêché votre pont de s'effondrer après votre départ. Bien sûr qu'elle l'a fait, dit doucement Hale. Elle va mieux que je ne l'ai jamais été. Voss s'assit à côté de lui et lui tendit le bloc-notes. Nous rédigeons un rapport. Le conseil veut des détails. Analyse des armes. Journaux de stratégie. Protocole de chaîne de commandement. Je suis censé vous soutirer un compte rendu complet. Hale ne prit pas le bloc-notes. Je suis sûr que tu le feras paraître impeccable, dit-il. Héroïque, assez poli pour être lu à un banquet. Tu n'as pas tort, répondirent les deux. On te surnomme déjà l'amiral fantôme de Vega Prime. Quelqu'un a divulgué une photo de ton vaisseau sortant de l'explosion du Neuren. Il y a des affiches maintenant. Une photo de ton vaisseau sortant de l'explosion du Queen Node a fuité. Il y a des affiches maintenant. Des chansons. Super, murmura Hale. Exactement ce que j'ai toujours voulu. La célébrité. Elle se pencha en avant, la voix crispée. Mais sous les gros titres, ils ont peur. Marcus. Il la regarda. Vraiment. Le visage sévère. Les yeux fatigués. Ce n'était pas une femme savourant sa victoire. C'était quelqu'un qui calculait les risques et comprenait qu'une limite avait été franchie. Cassandra n'a jamais été approuvée, poursuivit-elle. Elle a été interdite pour une raison. Vous l'avez ressuscitée, déployée et transformée en arme contre une espèce que personne n'a jamais vraiment comprise. Cela les terrifie. Bien, dit Hal. Elle cligna des yeux. Pardon ? Il devrait être terrifié, dit-il d'une voix calme. Nous avons imploré de l'aide lorsque la Terre était en difficulté. Nous avons réclamé des miettes. Personne n'a répondu, alors nous avons construit notre propre monstre. Ils ont ri quand nous avons envoyé l'avant-garde, la traitant de cercueil à moteur. Il s'est penché plus près, le regard dur. Mais ce cercueil venait de creuser le cœur d'un essaim que l'Union n'avait pu ralentir en 100 batailles. Alors oui, il devrait avoir peur de ce que l'humanité pourrait faire si on arrêtait de demander la permission. Vought resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva. Vous êtes transféré sur Terre. Le haut commandement veut que vous soyez personnellement débriefé et probablement enterré, au sens figuré, ou peut être pas. Hal haussa un sourcil. Je me croyais l'héroïne de Vega Prime. Tu l'étais, dit-elle, mais les héros sont dangereux quand ils ne respectent pas les règles. Il la regarda partir. Le léger claquement de la porte scellant sa sortie. Les héros sont dangereux. Il le savait déjà. C'est pour ça qu'il avait caché Cassandra toutes ces années. C'est pour ça qu'il avait pris l'initiative. Non pas parce que c'était le meilleur vaisseau, mais parce que c'était le seul dans lequel il le laissait disparaître. Et maintenant, il voulait le faire disparaître à nouveau. 2 jours plus tard, il fut escorté jusqu'à une navette de transport sécurisée par 2 officiers de l'Union discrets. Pas de conversation, pas de fanfare. Juste des couloirs métalliques froids, un pilote muet et un siège près d'une fenêtre scellée. À l'approche de la Terre, la planète ne leur ressemblait pas. Ils semblaient vulnérables. Même après tout cela, Hale ne voyait ni le bleu des océans ni le vert des continents. Il ne voyait que des cibles. Il ne ressentait qu'un travail inachevé. Dès l'atterrissage de la navette, il fut emmené sous terre, dans les profondeurs du centre de commandement stratégique de la coalition pour la défense de la Terre à Genève. Couloirs stériles, carrelage blanc, gardes armés. Ils le conduisirent dans une salle circulaire où un conseil de 12 personnes attendait derrière un bureau incurvé. Pas de nom, pas de présentation, juste des questions. Pendant des heures. Il voulait tout savoir. Comment il avait accédé à Cassandra, qu'il avait aidé à la construire, pourquoi il avait pris ce risque, s'il comprenait les conséquences diplomatiques de ses actes. Il laissait entendre qu'il pourrait être jugé pour usage non autorisé d'armes interdites, mise en danger de la flotte, voire crime de guerre potentiel. Hal leur répondit à tous de la même manière. « J'ai fait ce que vous aviez trop peur de faire, et c'est grâce à cela que nous sommes encore là. » Certains membres du conseil parurent mal à l'aise. L'un d'eux le fixa avec haine. Un autre, un homme plus âgé avec une longue cicatrice dans le cou, hocha simplement la tête, comme pour acquiescer silencieusement. Finalement, ils le congédièrent. Il fut escorté jusqu'à une salle de détention et laissé en silence. Des heures passèrent, peu, être des jours, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas les gardes, mais Rami. Son visage était encore meurtri, un bras en écharpe. Mais sa posture était intacte, et ses yeux brûlaient d'un feu silencieux. « Ils ne vont pas vous accuser, dit-elle. Hal haussa un sourcil. « C'est surprenant ? Ils le voulaient, dit-elle. Mais ils ne peuvent pas se permettre le contre-coup.
Tu es un héros maintenant. Trop de gens ont regardé le flux. Ils ont vu ce que tu as fait. Le Vanguard a un public culte. Merveilleux, murmura-t-il. Bientôt, ils commenceront à donner notre nom aux marques de café. Rami s'approcha. Il te cloue au sol. Il cligna des yeux. Quoi? Ils retirent l'avant-garde. Ils mettent au rebut ce qui reste. Ils ne veulent pas d'une autre Cassandre, et ils ne veulent pas que tu commandes un autre vaisseau. Hale resta silencieux un long moment, puis, enfin, bien, qu'ils aient peur. Puis, enfin, bien, qu'ils aient peur. Rami l'observa. Alors c'est tout. Il secoua lentement la tête. Loin de là, à l'extérieur du complexe, les médias avaient déjà commencé à spéculer sur le sort de Hale. Les rumeurs allaient bon train. Était-il emprisonné, exécuté, exilé? Mais Marcus Hale n'était rien de tout cela. Il avait disparu. Officiellement, il avait démissionné. Discrètement, paisiblement. Le syndicat a publié une déclaration le remerciant pour son service dans des circonstances extraordinaires et lui a remis une médaille commémorative qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais en privé, il s'est évanoui. Des rumeurs prétendaient qu'il collaborait avec des unités militaires terrestres marginales, qu'il participait à la conception de nouveaux vaisseaux d'opération secrètes, qu'il construisait discrètement une seconde Cassandra, une machine dont même l'Union n'aurait connaissance que trop tard. Ils n'ont jamais rien confirmé, mais ils ont observé chaque signal, chaque murmure. Et dans les colonies lointaines, quand on parlait de légende, on racontait l'histoire de l'avant-garde, du navire lent, de l'équipage oublié, de l'homme qui emporta une arme interdite dans les griffes de l'enfer et en sortit vivant. Il ne la racontait jamais sans détour. Il la racontait comme il se doit. Un navire fantôme, un cauchemar, un avertissement. Et dans le vide au-delà des étoiles, où de nouveaux empires s'élevaient et où de vieux ennemis complotaient, ceux qui autrefois se moquaient de la Terre écoutaient désormais attentivement lorsque le nom de Marcus Hale était prononcé. Car, au final, ils ont appris la vérité à leurs dépens. L'humanité ne gagne pas en jouant franc jeu, elle gagne en survivant. Le chantier naval de Proxima B5 n'était inscrit sur aucun registre officiel. Enfoui dans une zone morte entre des secteurs surveillés, il n'apparaissait pas sur les cartes stellaires, et aucune balise ne marquait son orbite. C'était un squelette de technologie ancienne et d'ambition nouvelle. Échafaudage rudimentaire, transport non enregistré, et ingénieurs trop intelligents et trop exilés pour un emploi syndical. C'était exactement le genre d'endroit qu'appréciait Marcus Hale. Il se tenait au bord d'un portique, les bras croisés, observant la structure colossale en cours d'assemblage en contrebas. Les soudeurs se déplaçaient comme des fourmis sur la coque noire, des étincelles dansant dans le champ de gravité artificielle et s'éteignant en grésillant dans les airs. D'énormes nervures d'alliage renforcées s'étiraient dans le vide, formant lentement les ossatures de quelque chose qui, en cas de succès, ne remplacerait pas seulement le Vanguard. Il le surpasserait. Derrière lui, un léger bruit de pas s'approcha. Rami. Elle s'était coupé les cheveux depuis Genève. Elle avait l'air plus affûtée, comme si elle avait abandonné son uniforme et sa patience pour le protocole. Elle avait l'air plus affûtée, comme si elle avait abandonné son uniforme et sa patience pour le protocole. « Tu y arrives vraiment ?» dit-elle en s'approchant de lui. « Construire un nouveau. » Hale ne la regarda pas. Pas un nouveau Vanguard. Ce vaisseau a été construit sur le désespoir. Celui-ci est construit sur l'intention. Rami haussa un sourcil. Ils finiront par le découvrir. « Laissez-les, » dit Hale. « Je ne me cache pas cette fois. » Elle examina le cadre. « Il est plus grand, 30%. Plus lentement, » sourit-il. « 2 fois plus vite. » Elle émit un léger sifflement. « Et l'arme ?» Le sourire de Hale s'effaça. « Ce n'est pas Cassandra. »« Bien, » dit-elle rapidement. « Cette chose, c'est pire, » termina-t-il. Rami se tut. Après l'avant-garde, la galaxie était plongée dans un silence glacial. La retraite Urtec avait tenu, pour l'instant, mais même dispersée, leur présence se faisait encore sentir aux confins de l'espace civilisé. Ils n'étaient pas finis, juste confus, coupés de leur logique de ruche. Animalisés désormais, certes, mais pas inoffensifs. Et l'Union, comme à son habitude, déclara victoire et poursuivit sa route. Cela laissa un goût amer dans la bouche de Hale. « Il croit avoir gagné, » dit-il, tandis que la coque s'illuminait de soudure fondue. « Il croit que la guerre est finie parce que l'ennemi a cessé de marcher en ligne droite. » Rami secoua la tête. « On dirait quelqu'un qui veut que la guerre revienne. »« Moi non, » dit Hale, « mais j'ai assez vécu pour savoir que c'est toujours le cas.
dit-elle. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est toujours le cas. Elle ne discuta pas, elle le savait aussi. Après un silence, elle demanda « Quel est le nom ?» Hale baissa les yeux vers le vaisseau, toujours squelettique, toujours silencieux, mais déjà parcouru de cette même rage lente et brûlante qui avait rendu le Vanguard légendaire. Une rage brûlante qui avait rendu le Vanguard légendaire. Le fossoyeur, dit-il. Les yeux de Rami se plissèrent. Subtil. Ce n'est pas censé être subtil, dit-il en se tournant vers elle. Je ne construis pas un autre bouclier. Je construis une lame qui coupe avant même qu'il ne se rende compte qu'il saigne. Rami croisa les bras. Rami croisa les bras. Et l'union? Ils viendront nous chercher, admit Hale. Un jour ou l'autre. Mais le temps qu'ils réalisent ce que nous fabriquons, ils auront de nouveau besoin de nous. Elle hésita. Alors, tu sais que je suis avec toi, non? Pas à cause de l'arme, ni même à cause de la guerre. Alors pourquoi? Demanda Hale. Parce que quand l'univers nous traite de monstres, dit-elle, tu es le seul à ne jamais broncher. Hal ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ils regardèrent tous deux à nouveau dehors tandis que la carcasse du fossoyeur gémissait, les premiers signes de la mise sous tension de sa colonne vertébrale centrale. Une ondulation d'énergie bleue traversa ses côtes. Ce n'était pas un vaisseau défensif, c'était un message. Ailleurs, bien au-delà de la juridiction de l'Union, une émission pirate s'anima. Elle ne provenait pas des canaux standards. Elle était véhiculée sur des fréquences militaires obsolètes, oscillant entre des satellites relais hors d'usage et des transpondeurs enterrés, inutilisés depuis des décennies. Le signal était rauque, granuleux, juste une voix enregistrée par-dessus un léger bruit parasite. Il disait « Ils ont enterré le vaisseau qui a sauvé l'Union. Ils ont réduit au silence l'équipage qui fixait le noir sans ciller. Mais nous n'avons pas oublié. Quand le prochain essaim viendra, quand les étoiles saigneront à nouveau, nous n'attendrons pas les ordres. Nous attendrons le fantôme, car Hale n'est pas parti. Il aiguise le couteau. L'alerte a duré moins de 30 secondes et a suffi à déclencher une douzaine d'alertes parmi les services de renseignement de l'Union. Ils ont remonté la source. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont interrogé l'ancien équipage de Hale. La plupart avaient disparu, certains étaient hors réseau, d'autres avaient pris de nouveaux noms dans les colonies extérieures. Personne n'a coopéré. Même ceux qui étaient surveillés sont restés silencieux. Quelque chose se tramait dans l'ombre. Les personnes surveillées gardaient le silence. Quelque chose se tramait dans l'obscurité. Sur une station minière près de l'étendue Talen, un groupe de mercenaires était assis autour d'un panneau de communication, repassant l'émission en boucle. « Vous croyez que c'est réel ?» demanda l'un d'eux d'une voix basse, incertaine. Un homme plus âgé, assis à la table du coin, ne répondit pas immédiatement. Il lui manquait 2 doigts et portait une vieille veste de pilote avec un insigne Vanguard délavé brodé au-dessus du cœur. Il sirotait dans une tasse en fer blanc. « Si c'est le cas, dit-il finalement, il vaut mieux être du bon côté. » Les autres se turent. La légende reprenait de l'ampleur, ni par la propagande, ni par les nouvelles syndicales. Par des murmures. De ceux qui se souvenaient de la défaite et qui avaient vu ce qui se passait lorsqu'un vaisseau lent et agonisant refusait de respecter les règles et gagnait. De retour à Proxima B5, les chambres intérieures du fossoyeur étaient scellées. Contrairement au Vanguard, il n'avait pas d'IA, mais il n'en avait pas besoin. Ces systèmes étaient semi-analogiques, fantômes grâce à une redondance quantique, capable de disparaître de la plupart des capteurs en décalant son signal pour imiter le rayonnement de fond. Sa coque était recouverte d'une légère courbure. Pas parfaitement, pas invisiblement, mais suffisamment pour la rendre difficile à trouver et à suivre. Son système d'armement, nom de code Trénodie, était encore secret. Même la plupart des ingénieurs de Hale ignoraient ce que c'était, mais ils savaient ce que ce n'était pas. Ce n'était pas un bouclier, ce n'était pas un canon, c'était une conséquence. Rami se tenait devant le nouveau pont, les yeux rivés sur la console vide. Elle n'était pas encore activée, pas complètement. Elle caressa l'acier froid de la main, pas d'écran tactile, pas de commande vocale, juste des boutons, des interrupteurs, une machine faite pour les humains, pas pour les algorithmes. Elle sourit. « On va leur foutre une trouille bleue », murmura-t-elle. Derrière elle, Marcus Hale entra dans la pièce. Il paraissait plus vieux maintenant, pas brisé, trempé, comme une lame restée trop longtemps à la forge. « Combien de temps avant qu'elle soit prête ?» demanda-t-il. « Longtemps à la forge. Combien de temps avant qu'elle soit prête ?» demanda-t-il. Rami vérifia le planning. 2 mois pour l'achèvement de la structure. 6 autres pour câbler les relais de commande et tester le noyau.
Hal hocha la tête. Et l'équipage? Déjà des volontaires, des vétérans, des exilés et même des extraterrestres. Il haussa un sourcil. Des extraterrestres? Apparemment, certains respectent ce que nous avons fait. Craignez-le aussi. Bien, dit Hale. La peur éloigne les lâches. Il s'avança et posa une main sur le siège de commandement. Je ne referai pas les mêmes erreurs cette fois, dit-il doucement. Moi non plus, répondit Rami. Ils restèrent silencieux un long moment, écoutant les travaux en contrebas. Le fossoyeur s'organisait, ni vite, ni proprement, mais avec constance, sans relâche. Comme les hommes et les femmes qui la piloteraient, comme si la guerre, il le savait, n'était pas vraiment terminée. L'espace n'était jamais silencieux, pas vraiment. Il avait son propre langage, entendu seulement par ceux qui savaient écouter. Le tic des capteurs profonds, le vrombissement des moteurs à impulsion, le bruit statique des radiations cosmiques, et près de la limite du secteur de Scutum, au-delà de toute carte autorisée ou voie de convoi, l'obscurité recommença à parler. Les Yurtex n'étaient pas partis. Ils avaient été blessés. Oui, assommés, confus, fracturés, mais pas brisés. Sans le Neuren, ils s'étaient transformés en une ruche sans guide, des centaines de formes de guerre dispersées dérivant à travers des secteurs oubliés. Certains mouraient de faim, d'autres se battaient entre eux, d'autres encore s'étaient simplement éteints, en sommeil et en attente. Mais un groupe, un seul, avait résisté. Il n'était pas grand, seulement 17 vaisseaux, tous marqués et déformés par les dégâts gravitationnels infligés par l'avant-garde. Mais ils ne s'étaient pas décomposés, ils avaient changé, ils s'étaient adaptés. Au cœur d'une lune morte en orbite autour d'une lune binaire effondrée, l'essai Murtek restant avait fusionné en quelque chose de nouveau. Le métal se transforma en os, la mémoire en instinct, et dans les cavernes creusées de la Lune, ils construisirent une nouvelle unité de commandement. Non pas un nœud royal, mais quelque chose de plus ancien, de plus pur. Un gardien, pas de matière cérébrale exposée, pas de dépendance à une logique de commande hyperliée. Le gardien ne coordonnait pas, il dirigeait. Une intelligence solitaire, câblée pour un seul but, identifier la menace, la traquer, l'éradiquer. Et cette menace avait un nom, Marcus Hale. Sur Proxima B5, le fossoyeur était presque terminé. La coque était scellée. L'énergie parcourait sa structure comme des veines dans ses muscles. Les lignes de fusion brillaient d'un rouge profond, constant et brûlant. Contrairement au Vanguard, elle n'était pas née de pièces récupérées. Chaque centimètre carré était délibéré, chaque système conçu avec un seul objectif en tête, la survie à tout prix. Son arme, Trénodie, restait verrouillée. Seul Sale et un ingénieur, un spécialiste muet de Cérès nommé Gavax, en connaissaient les détails. L'équipage spéculait sans fin. Certains disaient qu'il s'agissait d'une Cassandre miniaturisée, d'autres murmuraient des histoires de lances à antimatière ou d'un virus subspatial qui anéantirait les vaisseaux ennemis en démantelant leur champ de calcul. Rami savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Si c'était suffisamment dangereux pour que Hale le garde secret, c'était suffisamment dangereux pour fonctionner. Les scellés de quai tiennent bon, rapporta-t-elle. Le réacteur 3 a terminé ses tests, et nous avons notre équipage au complet, 112 personnes, dont 8 d'anciens membres des opérations secrètes de l'Union. Hale se tenait sur la nouvelle passerelle, les yeux rivés sur le hublot principal. Les étoiles semblaient plus nettes, presque hostiles. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que lui, si. Il est temps de voler, dit-il. Le fossoyeur se désamarra avec une faible vibration qui traversa la coque comme un murmure. Pas d'acclamation, pas de compte à rebours, juste le silence et une mission. Ils dérivèrent dans l'espace, traînés de moteurs minimes, signatures masquées, sans balises de la Fédération, sans signaux d'identification, à nouveau vaisseau fantôme. Mais cette fois, ils ne se dirigeaient pas vers la guerre en boitant. Ils étaient en chasse. Les jours passèrent. Le fossoyeur se fraya un chemin à travers des secteurs profonds. Et il avait un chemin, construit à partir d'anomalies de capteurs, de faibles échos de radiation et de fragments interceptés d'un ancien code Eurotech. C'était comme poursuivre l'ombre d'un monstre qui ne saignait plus, mais laissait encore des empreintes dans le sable. Et puis, ils la trouvèrent. Une planète unique, sans vie, en orbite autour de 2 étoiles disparues. Pas de chaleur, pas de végétation, mais les relevés des capteurs étaient erronés. La gravité fluctuait près de la surface. Les champs magnétiques se tordaient comme un nœud. Au plus profond de la croûte, quelque chose pulsait. Le gardien
Préparez Trénodie, ordonna Hale. Rami le regarda. Tu es sûr? Si on attend, dit-il, on perd notre avantage. On l'atteint avant qu'il ne devienne une autre reine. Knox, qui avait rejoint l'équipage sous un autre nom, passa une main sur son crâne rasé. Ce n'est pas comme Vega Prime. C'était un essaim. On dirait quelque chose de pire. Hale les regarda tous, puis on l'enterre avant qu'il n'éclose. Le fossoyeur descendit en orbite, silencieux et invisible. Le noyau de ciblage de Trénodie fut activé. Et pour la première fois depuis sa construction, l'équipage vit ce qu'il était réellement. Pas un rayon, pas un canon. C'était un réseau d'inversion dimensionnelle, une arme qui transformait le possible en réalité. Là où Cassandra avait effacé la matière en déstabilisant la gravité, Trénodie s'est introduit dans les lignes temporelles adjacentes et a importé l'entropie. En termes plus simples, il a tué des êtres en les forçant à subir toutes les morts possibles et imaginables. Il n'a pas seulement détruit des vaisseaux, il a déchiffré des futurs. Cible verrouillée, Gavak a signé silencieusement à Hal. Rami hocha la tête une dernière fois. « Tu es le capitaine » murmura Hale. « Feu !» Trénodie ne dégagea rien. Il n'y eut aucun son, aucune lueur, pas même une secousse. Mais au plus profond de la planète morte, les cavernes où pulsait le gardien, où 17 vaisseaux hybrides IRTEC reposaient, fusionnés, se mirent à trembler. Le métal hurla, l'IA hurla. Chaque dysfonctionnement possible, chaque faille, chaque vulnérabilité théorique frappa simultanément, les circuits craquèrent, le code se dégrada, les systèmes de contrôle exécutèrent des boucles paradoxales simultanées. Et dans un ultime instant impossible, le gardien n'était plus rien. Ni débris, ni épave, juste l'absence. Sur la passerelle du fossoyeur, l'équipage fixait l'écran tactique. Pas d'explosion, pas d'éclat, juste le silence. C'est fini, souffla Rami. Non, corrigea Hal. Ça n'a jamais existé. Mais il était trop tard. Le gardien avait envoyé un signal. Non pas un appel à l'aide, mais une ultime diffusion. Et chaque nœud Yurtek dispersé l'entendit. À travers le vide, des vaisseaux autrefois endormis s'agitèrent. Non pas réveillés, mais provoqués, non pas intelligents, mais enragés. Et ils arrivèrent, par milliers, de vieux vaisseaux, brisés, hérissés, fondus, fusionnés, des vaisseaux qui avaient erré pendant des décennies, reconstitués par l'instinct et la rage, propulsés par des cœurs nucléaires bruts et ruisselants de chair synthétique. Les scènes ne parlaient pas. Il hurlait et fonçait droit sur le fossoyeur. La bataille n'était pas élégante. L'équipage du fossoyeur n'avait pas de renfort, pas de flotte de l'Union, pas d'alliés, juste un navire, une douzaine de canons et un monstre inexpérimenté dans ses entrailles. Juste un navire, une douzaine de canons et un monstre inexpérimenté dans ses entrailles. Il se battait comme les humains l'avaient toujours fait, impitoyable, rapide et prêt à tout brûler pour gagner. Les canons à bobines perçaient le blindage IRTEC. Les grilles de défense s'illuminaient comme des feux d'artifice. Le blindage de la coque fondait. Le feu se répandait dans les quartiers de l'équipage. Les systèmes étaient surchargés. Un à un, les ponts extérieurs du fossoyeur commencèrent à s'éteindre, mais le noyau tenait bon, et Trénodie, bien que vidé, ne possédait plus qu'une charge. Hal fixa l'essaim qui approchait, plus proche maintenant, les encerclant presque. Il se tourna vers Rami. « Vas-y, pas de ciblage précis, prévint-elle. Tu vas nous attraper dans l'effondrement. Je sais. » Il se tourna vers l'équipage, beaucoup ensanglanté, certains sans membres, tous encore debout. « Merci, dit-il. » Puis il saisit le levier de secours et tira. La dernière charge de Trénodie explosa à bout portant, et tous les navires Yurtek à 10 km s'immobilisèrent. Pas d'explosion, pas d'incendie, juste une vague d'impossibilité absolue. Là où 1000 navires hurlants avaient autrefois surgi, le silence régnait. Ils retrouvèrent le fossoyeur flottant 3 semaines plus tard. À la dérive, impuissant. À la dérive, impuissant. Sans vie. L'équipe de secours d'un convoi commercial lointain a retrouvé 42 survivants dans des compartiments scellés. Les autres avaient disparu, tués ou emportés par l'effondrement du Trénodie. Parmi les disparus, Marcus Hale. Pas de corps, pas de signal, juste son dernier journal de bord. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas réussi à mourir comme il se doit. Ce qui signifie que vous avez maintenant le choix. Dites à l'Union de reconstruire sa flotte de vaisseaux de parade, ou dites-leur de recommencer à fabriquer des monstres. Parce que la galaxie ne respecte pas les cérémonies, elle respecte les conséquences. L'enregistrement s'est interrompu,
Et dans les années qui ont suivi, l'enregistrement s'est interrompu, et dans les années qui ont suivi, les légendes ont comblé le vide. Des histoires d'un vaisseau appelé le Fossoyeur, aperçu à la dérive près des champs de bataille, juste avant l'effondrement de l'ennemi. Des murmures parlaient d'un capitaine au regard impassible et à la voix de Ruste, qui ne posait aucune question et était impitoyable. Certains disaient qu'il s'agissait d'une technologie fantôme. D'autres croyaient à de la grêle, survivant, toujours en chasse. Mais chaque flotte, chaque amiral, chaque soldat qui a connu la peur dans l'obscurité, tous ont dit la même chose en racontant l'histoire. Ne sous-estimez jamais un navire de guerre humain, surtout les plus lents, car ils ne viennent pas pour se battre, ils viennent pour mettre fin aux choses. Pour toujours.